Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce panel lors d'Emerging Valley sur un sujet qui touche particulièrement le panel qui est réuni avec moi. Donc, je suis Marianne Vidal-Marin, directrice d'IEP Conseil, et j'ai la chance d'avoir avec moi deux directeurs de fonds partenaires du groupe IEP, Emmanuel Kotsoyanis, qui est fondateur et directeur général de Miaracap à Madagascar. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marianne. Et Job Zongo, qui est le directeur de Synergie Burkina, qu'on a avec nous depuis le Burkina Faso. Bonjour Job. Bonjour Marianne. Alors, je vais vous présenter brièvement, et puis comme l'idée du Fireside Chat, c'est d'aller très vite et d'avoir vos réponses dans un temps concis, je passerai ensuite à quelques questions qui nous intéresseront. Donc Emmanuel, comme je le disais, est cofondateur et directeur général de Miracap, qui est le premier fonds d'investissement à impact à Madagascar. Miracap, c'est un fonds qui s'adresse aux PME à fort potentiel de croissance, issus de tous les secteurs d'activité et les régions de Madagascar. Et puis Emmanuel est lui-même un entrepreneur passionné qui a travaillé sur plusieurs aventures entrepreneuriales et qui donc comprend particulièrement bien le secteur sur lequel on va intervenir aujourd'hui. Et puis Job, de son côté, a travaillé pendant 12 ans à Acfime, qui est un système financier décentralisé, où il a d'abord été responsable d'audit interne et puis chef d'agence et directeur d'opération. Avant de rejoindre Synergie, il avait créé un cabinet de conseil en finance et en gestion, spécialisé dans l'accompagnement des startups et des PME. Et puis, il a été plusieurs fois consultant en finance et en entrepreneuriat dans des programmes au Burkina et en Afrique de l'Ouest en général. Donc, je suis ravie de vous avoir tous les deux avec moi. Alors, pour commencer, une première question directement liée à la situation de vos fonds à l'ère du Covid et une sorte de bref état des lieux depuis que la crise sanitaire a commencé. Donc, question qui s'adresse à vous deux. Depuis les premiers effets de la pandémie, on sait que beaucoup de fonds ont réorienté leur stratégie, ont repoussé certaines décisions d'investissement, ont resserré leur portefeuille. Qu'en a-t-il été pour Miaracap et pour Synergie Burkina? La parole est à toi, Emmanuel. Merci Marianne. Écoute, l'état des lieux, il va être un peu plus simple à faire aujourd'hui. Il y a quelques mois, on sort d'une période d'un an pleine d'incertitudes et puis en fait, 12 mois après, on y voit un tout petit peu plus clair. Ce qui apparaît nettement, c'est que comme beaucoup d'autres activités, on a mis en pause une partie de nos activités opérationnelles, c'est-à-dire l'investissement. Donc on a pris la décision avec nos organes de gouvernance de se mettre dans une position prudente et une position en même temps à la fois très analytique et très volontaire sur l'accompagnement des entreprises avec lesquelles on travaillait, avec l'idée que on savait pas combien de temps allait durer la crise, quelles allaient être ces manifestations et que le temps allait être notre allié pour prendre les bonnes décisions et en tout cas éviter de prendre les mauvaises. Donc le bilan de cette année sur le front des décaissements, des investissements, eh bien c'est aucun nouvel investissement. Ça, c'est le bilan des 12 derniers mois. Ce qui est plus réjouissant, c'est qu'on reprend notre activité d'investissement. Et ce qui l'est doublement, c'est qu'on la reprend sur des entreprises qui étaient déjà dans notre deal flow avant, avec lequel finalement on voit que le temps a eu ses vertus et nous a permis de nous positionner aujourd'hui plus solidement avec ces entrepreneurs. Donc ça, c'est sur le premier plan. Sur le deuxième plan, eh bien, une fois qu'on a investi, on accompagne les entreprises. Nous, on avait la chance d'être déjà actionnaire de 5 sociétés avant le début de la crise, 5 entreprises. On avait investi rapidement avec Miracap. On avait démarré nos activités en mars 2018 et 18 mois plus tard, à l'entrée de la crise, on avait déjà 5 sociétés en portefeuille. Donc en fait, là, pour le coup, par contraste, en fait, on a redoublé d'efforts sur la partie suivi et accompagnement. On s'est vraiment concentré sur l'appui aux entrepreneurs, l'appui à l'analyse des conséquences et des risques de la crise Covid. On n'a pas eu à mobiliser de fonds supplémentaires pour les entreprises. Et aujourd'hui, le constat, c'est que globalement, les entreprises de notre portefeuille ont mieux résisté que les entreprises avec qui on discutait, donc celles de notre deal flow. Et je pense que les principaux éléments qui expliquent cela
sont en fait le fait d'avoir de la trésorerie avant d'entrer en crise, le fait d'avoir un partenaire à qui parler pendant la crise, et puis toutes les solutions internes et externes qu'on a pu trouver pour les accompagner. Donc aujourd'hui, peut-être pour conclure, désolé, sur 5 sociétés, un Non, accompagnement vas-y. intense. Et en fait, la grande satisfaction, c'est 3 sociétés qui font des performances en ligne ou meilleures en 2020 par rapport à 2019, et 2 sociétés qui ont été très sévèrement touchées, mais dont la survie aujourd'hui ne semble pas menacée à court terme. Merci Emmanuel. Job? Est-ce que tu nous entends, Job? Maintenant, oui. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation pour le Burkina? Malheureusement, ma connexion n'est pas bonne. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'entendons. Ok, donc au niveau de Synergie Burkina, il faut dire que dès l'apparition de la pandémie, le réflexe a été plutôt de recentrer aussi notre intervention sur les entreprises en portefeuille. Et Dieu seul sait combien ces entreprises avaient tellement de défis et avaient besoin d'avoir donc Synergie qui soit très très proche d'elles. Du coup, nous avons concentré toute notre attention à accompagner ces sociétés à pouvoir s'en sortir face aux effets de la crise. Et, nous avons quand même eu l'opportunité de pouvoir mobiliser des financements additionnels pour accompagner au moins 3, 4 sociétés en portefeuille, tantôt pour revoir la stratégie marketing qui sied donc au contexte de Covid, tantôt pour mettre en place un nouveau système, un système de e-learning parce que la situation du Covid ne permettait plus aux étudiants d'aller dans les salles pour prendre les cours, ou tantôt c'est pour financer peut-être le BFR que les banques avaient maintenant ne voulaient plus financer à cause de la pandémie. Du coup, cet accompagnement a permis à nos sociétés en portefeuille, en tout cas, de finir l'année 2020 avec de meilleures performances. Et je pense que elles ont plutôt apprécié très positivement cet accompagnement. Au-delà de ça, je pense qu'on a été touché, hein, comme tout le monde, par cette pandémie, et ce qui nous a amené à revoir même aussi notre stratégie. Nous, au niveau de Synergie, on a dû réduire les questions, les prospections et même la maturation des dossiers qui étaient dans le deal flow. Et on a ciblé des secteurs d'activité où nous pensions que ces secteurs d'activité-là pouvaient une résilience vis-à-vis de la crise. Et on a quand même investi dans 2 nouveaux dossiers. C'était pas facile, mais on a dû réorganiser, intégrer de nouveaux critères pour pouvoir permettre à ces sociétés-là de bénéficier de l'accompagnement de Synergie Burkina. Mais clairement, je peux aussi dire, hein, on a subi de plein fouet cette crise de Covid. Et on continue de subir les effets d'ailleurs. Merci, Job. Oui, c'est bien de rappeler que les effets perdurent et se prolongeront probablement encore sur plusieurs années. Alors justement, Emmanuel, on a parlé votre deal flow respectif. Est-ce que on peut parler d'un effet Covid sur la caractérisation du deal flow actuel de vos fonds, que ce soit en termes de secteur et notamment est-ce que la question digitale a pris plus de place dans les entreprises que vous regardez en ce moment, en termes de taille de ticket, en termes de temps de due diligence? Comment est-ce que vous appréhendez vos deal flow respectifs à compter de 2021? Emmanuel, si tu veux commencer. Merci Marianne. Écoute, en ce qui concerne Miracap, on avait constitué un portefeuille très diversifié, principalement orienté service, avec service et principalement orienté urbain, avec une société de microfinance, une entreprise spécialisée dans le développement informatique, une entreprise d'enseignement supérieur, une entreprise dans le retail alimentaire, ou encore une société digitale qui
propose des solutions de productivité pour des PME. En fait, globalement, ce qu'on a constaté, c'est deux choses. La première, c'est les contraintes, les empêchements même, à vrai dire, extrêmement forts liés aux restrictions en vigueur sur notre sol et puis à l'extérieur dans le contexte de crise sanitaire. Donc, en fait, on a un bloc d'activités qui ont dû fermer. Je pense à toutes les activités de retail notamment qui ont dû fermer. Ça c'est le premier bloc de difficultés. Et puis le deuxième bloc de difficultés auquel on est extrêmement confronté en Afrique, c'est qu'il faut le dire, la crise économique et la crise sociale a largement précédé et à vrai dire dépassé dans ses conséquences la crise sanitaire. Et en fait, la deuxième manifestation de cette crise, c'est l'effondrement du pouvoir d'achat sur le marché local. Et donc finalement, fort de ce double constat, on a essayé d'appuyer les entreprises dans des stratégies, alors soit de survie face à des impossibilités de travailler, soit de contournement d'impossibilités de travailler. Je pense par exemple sur une entreprise de restauration rapide dans laquelle tous les restaurants ont dû fermer, à une politique volontariste de création d'une activité de livraison en ligne qui a permis de conserver à peu près la moitié du chiffre d'affaires et des effectifs. Donc ça, c'est vraiment des stratégies qui visent à dépasser les blocages. Et puis après, sur l'effondrement du marché intérieur, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. On le sait, dans nos pays, en fait, les entreprises ont été extrêmement peu soutenues. Les salariés, quasiment pas. Il n'y a pas eu de dispositif de prise en charge de chômage technique. Donc, en fait, c'est la consommation qui s'est effondrée. C'est l'épargne qui a été ponctionnée. C'est dans certains secteurs d'activité, je pense au tourisme, à la restauration, à certaines activités très dépendantes de la circulation des gens, le transport, des choses comme ça. C'est des taux de faillite supérieurs à 50%. Et donc au final, c'est un marché intérieur qui se rétrécit, alors même que nous, on était, en fait, notre thèse d'investissement reposait en grande partie sur le développement régulier vers l'export aujourd'hui, moins dépendante de la consommation sur les marchés intérieurs qui sont encore en berne. On va vers des activités qui sont plutôt B2B et moins contraintes dans leur modalité d'ouverture ou de fonctionnement par les restrictions quotidiennes. Et enfin et surtout, et c'est un peu la mauvaise nouvelle pour les activités innovantes à fort niveau de risque, on va vers des activités qui ont démontré au fil des années une capacité de résistance forte à des chocs exogènes. Et alors à Madagascar, on a eu 3 grosses crises économiques et sociales ces 15 dernières années. Et finalement, les entreprises qui ont survécu à cette crise, le pari qu'on fait, c'est que, enfin, les entreprises qui ont survécu à ces crises, le pari qu'on fait, c'est qu'elles survivront à cette nouvelle. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle pour le renouvellement entrepreneurial. Évidemment, ce que je dis est susceptible d'évoluer, mais pour l'instant, on en est là. Merci Emmanuel. Job, est-ce que un avis proche de celui d'Emmanuel, qu'en est-il pour le Burkina? Oui, je pense que chez nous aussi, on peut parler d'effet Covid, hein, clairement, parce que déjà, quand on parle en termes de secteur d'activité, Synergie Burkina a dû, il y a des secteurs d'activité malheureusement où c'est beaucoup plus compliqué d'instruire des dossiers. Si vous prenez des secteurs comme celui de l'hôtellerie ou même des entreprises qui travaillent directement avec des sociétés, des compagnies aériennes de voyage et autres, ça devient très très difficile de travailler avec ce secteur-là, sachant que ce sont ces entreprises qui ont les plus subi la crise, les impacts de Covid. Et aussi, quand on essaie d'instruire nos dossiers en deal flow, du coup, tu es obligé maintenant de regarder le type de financement que tu es en train de faire.
Est-ce que le type d'équipement, par exemple, que tu dois acquérir, est-ce que l'équipement, comment ces déplacements seront possibles? Hmm. Est-ce que ça nécessite une assistance technique? Comment une personne quitte le Burkina pour se rendre dans ces pays? Ou même au niveau de la matière première, on est obligé d'en tenir compte. Il y a des entreprises qui ont des fournisseurs qui ne sont pas locaux, qui sont dans des pays comme l'Inde, soit pour la matière première, soit pour même les emballages. Et du coup, pour des sociétés pareilles, ça devient très difficile pour Synergie Burkina d'instruire classiquement le dossier. Donc, en termes de secteur d'activité, ça jouait en termes d'intérêt. Il y a eu aussi un impact en termes de tickets de financement. C'est naturel, hein, quand il y a des incertitudes, on cherche toujours à se protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je compare le ticket moyen de mes investissements en 2019 par rapport au ticket moyen de 2020, je me rends compte qu'il y a une baisse parce qu'on cherche toujours à se protéger de risques. Et en termes aussi de temps de due diligence, parce que ce qui se passe, c'est que Synergie est est dans le financement structurel. Nous ne finançons pas les besoins de court terme. Mais pendant que nous sommes en train de financer, par exemple, des investissements, il y a des partenaires comme les banques qui sont là pour financer le fonds de roulement et autres. Mais il se trouve qu'avec Covid, même les banques sont très réticentes des fois à accompagner les financements, ce qui nous pousse davantage à avoir des relations avec ces partenaires et ça rallonge le délai de traitement des dossiers. Donc, clairement, aujourd'hui, on peut parler d'effet Covid pour nos sociétés d'investissement. Alors justement, est-ce que l'un et l'autre, vous avez un exemple, dans votre portefeuille ou même dans votre deal flow de pivot très clairement identifiés, spécifiquement vraiment liés à la crise Covid et soyons optimistes peut-être des pivots, qui ont remporté du succès? Ok. Euh, je pense que au-delà des pivots qui sont des notions un peu binaires, Mmh. ce qu'on a pu apercevoir, c'est une très forte agilité. C'est une très forte capacité. En fait, c'est finalement ce qu'on a pu voir, c'est que les entreprises qui, pour l'instant, ont réussi à, à passer cette première étape de crise sanitaire, économique et sociale, sont celles qui ont réussi à se remettre en question et à faire preuve d'une forte agilité. Donc, j'ai pas, pour ma part, pu constater de réels pivots stratégiques. J'ai pas pu voir d'entreprise qui a réellement changé de métier ou d'approche de marché. Mais par contre, j'ai pu voir une grande agilité chez celles qui s'en sont bien sorties. Et je donnerai deux exemples. Le premier, c'est une entreprise de développement informatique pour le marché de l'export qu'on accompagne depuis maintenant 2 ans et demi. C'est une entreprise qui développe des solutions, des logiciels et des outils digitaux et web pour le compte principalement de startups basées en Europe et aux États-Unis, avec un savoir-faire très spécifique sur des langages les plus modernes, sur une belle qualité de gestion de projet. Et c'est une entreprise dont le promoteur, en fait, a beaucoup d'ambition, est très dynamique, connaît bien son marché, c'est un redoutable commercial et connaissait jusqu'ici une croissance assez forte. Globalement, l'entreprise avait triplé sa taille depuis notre investissement, passé d'une trentaine de développeurs à une centaine. Et en fait, ce qui s'est passé au démarrage de la crise, c'est que les premiers signaux ont été mauvais. Les premiers signaux, en fait, c'est des clients B2B qui ont pris contact avec le promoteur en lui disant qu'ils allaient passer de 8 développeurs à 4. D'autres clients qui, en fait, ont demandé des délais de paiement sur la dernière tranche de la livraison de l'application, et puis un ralentissement des devis en cours. Donc, premiers signaux très mauvais, qui ont duré globalement quelques semaines et pendant lesquelles ce qu'on a pu constater, c'est un vrai sang-froid de la part des équipes. Ils se sont tous mis en télétravail, ils n'ont pas réduit les effectifs,
ils ont prévenu les équipes qu'ils allaient dans un premier temps pas réduire les effectifs, mais qu'ils suivraient au fur et à mesure l'évolution du pipeline commercial et éventuellement ils réagiraient. Et en fait, au bout de quelques semaines, qui à mon avis était le temps du choc et de la stupéfaction sur les marchés européens, en fait, les signaux sont tous repassés au vert parce que les entreprises se sont mises à en fait télétravailler, externaliser massivement un certain nombre de prestations de services informatiques et se rendant compte qu'elles pouvaient les externaliser en France, ont plus facilement franchi le cap de les externaliser à Madagascar, où elles sont moins chères et réalisables probablement plus rapidement. Et en fait, le résultat, c'est que cette entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 2,5 en 2020 par rapport à 2019, avec des sueurs froides sur les 6 premières semaines de la crise et une agilité très forte qui a consisté à doubler la taille des effectifs en plein milieu de la crise, à lancer des plans de formation, à doter tous les salariés de clés 4G, enfin 5G, on a la 5G à Madagascar, à doter tous les salariés de clés 5G pour travailler à la maison, à payer des transports quand il fallait remettre des transports, et à communiquer, y compris peut-être un petit peu commercialement, sur les intérêts de délocaliser les prestations de services informatiques en période de crise. Donc, ce que je retiens là, c'est vraiment le sang-froid et l'agilité. Et peut-être un autre exemple d'agilité, on est actionnaire d'une école de management en formation dans l'hôtellerie et le tourisme qui s'appelle Vatel Madagascar, qui accueille à peu près 300 étudiants sur l'année en présentiel, sur 5 cycles, et avec un programme qui est réparti entre un apprentissage pédagogique à l'école et un apprentissage pratique à la fois à l'école et en stage chez des professionnels. Et bien là, il a fallu passer 100% en digital sur l'apprentissage académique. Et donc, ça a été fait grâce à… Ce que je retiens aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a de formidables plateformes disponibles rapidement, SaaS ou open source, qui permettent à tous d'améliorer leurs usages. Et donc, 100% de téléenseignement en quelques jours. Le choix assez audacieux au mois d'avril de maintenir une rentrée scolaire pour le mois de mai avec 300 étudiants qui allaient rentrer en rentrée scolaire, payer leurs écolages, confirmer sur une année et se voir proposer un enseignement en téléenseignement. En fait, ça a fonctionné. Et puis, le deuxième problème à gérer, et c'est là où vraiment la boîte a fait preuve d'une grande agilité et beaucoup, je trouve, de volontarisme, c'est en fait face à la fermeture de tous les hôtels partenaires à Madagascar dans un contexte de zéro tourisme avec le Covid, la nécessité de continuer à proposer un apprentissage pratique aux élèves. Et alors là, eh bien, l'école s'est mise à développer une activité de livraison à domicile, un restaurant en propre, et puis des projets entrepreneuriaux pour les étudiants qui leur permettraient de concilier l'apprentissage de la pratique et du théorique. Donc, en clair, pas de pivot stratégique clair, mais énormément d'agilité. Et d'efforts vers le digital, c'est super intéressant. Job, est-ce que tu as des exemples, alors, sans aller peut-être jusqu'à pivot, mais d'agilité? Absolument. Moi, je parlerais de résilience. Et Ah, la très résilience bien. a été vraiment au rendez-vous avec nos sociétés en portefeuille. Souvent, on dit qu'en temps de crise économique et financière, l'or, c'est une valeur refuge. Mais je pense que pendant cette période, la numérisation aussi a aidé beaucoup de nos sociétés. Emmanuel en parlait tantôt. Chez nous aussi, on a eu le même cas hein, avec une école dans laquelle Synergie est actionnaire, une école qui a plus de 3000 étudiants. Et on a eu tous eu peur parce qu'à un moment donné, le gouvernement il a fermé les écoles, il a tout arrêté, alors qu'une école, ça vit de la scolarité des étudiants. Et on a vraiment eu peur, mais il y a eu une agilité de la part du promoteur vraiment incroyable. On a réussi à mettre en place une plateforme qui existait. Donc, l'objectif, c'était de renforcer cette plateforme-là pour qu'elle puisse prendre tous les 3000 étudiants en compte. Et ce n'était pas gagné d'office. Ils ont réussi tout de suite à nouer des partenariats avec une téléphonie, un opérateur de téléphonie mobile parce qu'au Burkina, malheureusement, il n'y a pas encore la 5G et la 5G comme à Mada.
Et cette compagnie a accompagné les étudiants avec des puces électroniques pour les permettre d'avoir de la connexion pour avoir accès à Internet. Et ça a permis vraiment de sauver cette société-là qui a fait de très belles performances. J'ai le cas d'une deuxième société qui est plutôt dans l'agro-industrie. Son principal produit, à cause de Covid, il n'arrivait plus à vendre. Et en un temps record, il a réussi à recalibrer toutes ses machines pour produire autre chose. Et Synergie a accompagné cette société-là avec un plan marketing en place qui lui a permis d'installer des boutiques témoins dans au moins 5 villes de Burkina. Et finalement, elle s'est très bien en sortie. Voilà pourquoi je parle de résilience. Donc, le succès est dans la résilience. Ça veut dire que les crises arrivent, ça passe, ça revient, mais c'est au promoteur d'être très résilient, d'être très agile et trouver très rapidement la solution pour pouvoir faire face à la crise. Et ça a été vraiment le cas de la plupart de nos sociétés en portefeuille. Et ça, ça a été très appréciable. Au fait, on les a découverts de nouveaux talents. On ne savait pas qu'ils étaient si résilients que cela. Donc c'est résilience plus agilité plus inventivité. Il nous reste 3 petites minutes. Peut-être vous demander à chacun de très brièvement de nous citer peut-être un moyen que vous avez trouvé particulièrement efficace pour vos entreprises de survivre, on va dire, dans l'année qui vient de s'écouler, et puis vos aspirations pour votre portefeuille à l'horizon même 2022. Emmanuel, si tu veux commencer. On a un peu parlé de technique et d'aspects pratiques. Moi, je retiendrai que le moyen, c'est pas un moyen, je sais pas si c'est une valeur ou une attitude ou une disposition qui a été clé pendant cette crise, c'est le travail sur la confiance. Je crois que les crises surviennent et en fait elles s'accélèrent et elles prennent des proportions dramatiques quand la confiance est perdue. On le voit bien dans les crises financières où il y a des effets d'hystérie, d'accélération. Et je crois qu'à notre petit niveau, au niveau de chacune de nos entreprises, ce qu'on a pu constater, c'est que en fait, c'est la nécessité impérieuse de mener un travail auprès de toutes les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs, les administrations, sur la confiance. Parce qu'en fait, on découvre tous les jours à quelle sauce on va être mangé dans cette crise. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'être cohérent et consistant dans ses choix et de respecter ses engagements. Et je crois que c'est pour moi une des belles dispositions qui a caractérisé les entrepreneurs qui ont traversé cette crise. Comment je vois la suite? On est entrepreneur, hein, donc quand on est entrepreneur, on est optimiste. Sinon, on n'est pas entrepreneur. Alors, on essaye d'être réaliste, mais on est aussi obligé d'être qui on est, c'est-à-dire des gens qui croient que demain sera meilleur qu'aujourd'hui et qui font tout pour que ce soit le cas. Donc, nous, on est très volontaires. On va reprendre activement les investissements. Là, on a approuvé un beau dossier encore dans l'éducation. On va essayer d'aller encore plus vers des secteurs à impact parce que c'est ça qui tient. Et on va essayer d'aller encore plus vers des secteurs dans lesquels on a cette relation de confiance avec les entrepreneurs, parce que c'est ça qui garantit en temps de gros grains qu'on passe la tempête. Merci Emmanuel. Job? Oui, moi je retiendrai au fait un aspect souvent qui est négligé par les entrepreneurs, par les promoteurs, c'est l'informel. En fait, quand on est face à une crise, les sociétés qui naviguent et qui vivent dans l'informel, c'est difficile pour elles de s'en sortir. Et l'expérience de Covid nous montre qu'au fait, quand il y a une société qui est très structurée, qui a un organigramme, qui a des tâches bien définies, qui a un process de production bien défini, chacun est à sa place, qui a des manuels de procédure, c'est plus facile de faire face à la crise. Malheureusement, le niveau d'informel est tellement élevé dans nos PME que quand la crise survient, c'est très compliqué. Souvent, c'est le seul promoteur qui connaît tout, qui fait tout, qui contrôle tout.
Et quand c'est comme ça, c'est très, très difficile de pouvoir faire face à une crise très importante. Quand vous avez 4000 étudiants, il faut avoir des process bien établis pour, en un temps record, être capable d'être résilient. Parce qu'au fait, ça va ensemble. Donc, pour moi, j'encourage surtout nos jeunes sociétés à travailler. Ah, alors, je crois qu'on a perdu Job, mais je pense qu'il encourageait les sociétés de son portefeuille à travailler sur leur formalisation, qui est de toute façon l'objectif de l'ensemble des fonds de la famille IEP. On arrive aux 30 minutes. Donc, je vais remercier grandement Job et Emmanuel pour ce tour d'horizon de leur portefeuille, de leur deal flow à l'ère du Covid et tous les mécanismes qu'ils ont mis en place pour faire face à la crise. Je retiens aussi quelque chose que vient de dire Emmanuel et qui sera notre conclusion, c'est que les sociétés à impact ont naturellement mieux résisté et ont pourvu des besoins qui ne sont pas couverts par les sociétés plus classiques, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'investissement d'impact a encore de beaux jours devant lui. Donc merci à Emmanuel, merci à Job, et puis c'est un plaisir pour nous d'avoir pu participer à cette session d'Emerging Valley. Bonne continuation à tous.